Quittons les questions d'actualité au gouvernement. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous entendons donc cet après-midi Monsieur Pierre Moscovici, Premier président, et Madame Véronique Amaillon, présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes, dont c'est la première audition en cette qualité devant notre commission, pour la présentation du rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, autrement dit le RALFSS. Ils sont accompagnés de Stéphane Sellier, rapporteur général du RALFSS, Thibault Perrin, rapporteur général adjoint, Guillaume Delabattu, oui, il est là, chargé de mission, et Romain Beaufray, chargé de mission auprès du Premier président. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo en vue de sa retransmission en direct sur le site du Sénat. Elle sera consultable en vidéo à la demande. Chaque année, à pareille époque, la présentation du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, qui constitue l'une des traductions de la mission d'assistance de la Cour au Parlement prévue par l'article 47-2 de la Constitution, ouvre pour notre commission les travaux sur le PLFSS de l'année à venir. En application de la loi organique du 14 mars 2022, cet exercice est désormais postérieur à la présentation du PLFSS en Conseil des ministres et en modifie quelque peu la nature. En application de ce même texte, nous aurons d'ailleurs à examiner une loi d'approbation des comptes sociaux à l'été qui nous conduira à avancer le regard rétrospectif porté sur l'exercice clos et à solliciter une nouvelle fois la Cour à l'automne pour un regard plus prospectif. Je note que cette année, les insertions au rapport sont nombreuses à pouvoir être reliées à un article du texte, comme celui sur les négociations conventionnelles, et j'y vois matière à inspiration pour les sénateurs. Monsieur le Premier président, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de m'avoir invité à vous présenter le rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale. C'est avec grand plaisir que je retrouve votre commission pour cet exercice annuel important. J'ai à mes côtés, comme vous l'avez dit, Véronique Amaillon, nouvelle présidente de la 6e chambre, Stéphane Sellier, conseiller maître, qui est le rapporteur général de ce rapport, Thibault Perrin, rapporteur général adjoint. Je voudrais devant vous mentionner aussi, évidemment, ce que vous connaissez, c'est le rôle majeur de Denis Morin, qui était président jusqu'à il y a très peu de la 6e chambre dans la conception de ce rapport important. Je souhaite remercier tous ceux qui ont œuvré à son élaboration, c'est-à-dire ceux que j'ai cités, plus une vingtaine d'autres rapporteurs qui ont contribué à ce travail lourd, approfondi et que je crois utile. Le rapport que je vais vous présenter est établi comme chaque année dans le cadre de la mission constitutionnelle d'assistance de la Cour au Parlement et au gouvernement. Il accompagne le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Vous avez rappelé qu'en effet les choses vont changer, le calendrier. Donc nous sommes dans cette situation transitoire où nous vous présentons un rapport tout en élaborant déjà le prochain, ce qui pour les équipes n'est pas simple. J'ai présenté ce travail très attendu des citoyens comme des parlementaires à la presse hier, à la commission des affaires sociales de l'autre assemblée ce matin, parce que éclairer les parlementaires avant le vote d'un texte financier majeur pour notre pays, c'est une des vocations de la Cour, qui fait partie de sa mission constitutionnelle d'information des citoyens. Et j'y tiens énormément, non seulement parce que je conserve une sensibilité dans l'âme d'ancien parlementaire, mais aussi parce que c'est ainsi que je conçois mon rôle et mon devoir de Premier président de la Cour des comptes. Ce rapport intervient dans un contexte que vous connaissez, tensions économiques avec leurs conséquences notamment sur l'inflation, mais aussi sur la croissance à venir, nécessité d'adapter notre société tout entière au dérèglement climatique, lutte contre la pandémie de Covid-19 qui a continué à peser sur les dépenses d'assurance maladie en 2021 et 2022. Tout ça laisse une empreinte durable et loin d'être finie sur la dette et sur les déficits publics. Comme chacun le sait, et vous les premiers, les transferts sociaux jouent dans notre pays un rôle essentiel. Ils viennent de le prouver en amortissant de manière plutôt efficace les conséquences de la crise sanitaire. Et nous sommes tous ici d'accord sur le fait que la protection sociale est un pilier de la République. Mais pour être efficace demain comme elle l'a été hier, elle doit être solide. Elle ne peut pas s'installer durablement dans l'accumulation non maîtrisée de déficits. La dette d'aujourd'hui, c'est un poids pour les générations futures de demain. Et notre devoir, justement, est de les en préserver
et de préserver aussi notre capacité à investir dans des politiques publiques intelligentes. Le rapport qui vous est présenté montre clairement qu'il n'est pas possible de différer plus longuement l'engagement de réforme dont la sécurité sociale a besoin, un travail de longue haleine qui doit toujours être conduit avec courage, constance dans les années qui viennent, en suivant une trajectoire de redressement que nous souhaitons explicite et solide. J'aurai l'occasion dans quelques instants d'évoquer les éléments de prévision qui figurent en annexe au PLFSS 2023. La Cour est bien sûr consciente des difficultés que présente le redressement des comptes de la sécurité sociale. Son rôle, c'est d'identifier des marges d'efficience dans les domaines de l'assurance maladie ou de la retraite. Et le rapport qu'elle vous présente aujourd'hui présente un ensemble d'évolutions nécessaires. Je note d'ailleurs, comme vous, avec intérêt, que cette année, le PLFSS comporte de nombreuses propositions qui prennent déjà acte de nos propres avis. À travers ce rapport, la Cour va dresser le bilan tiré de l'application de quelques réformes récentes dans une démarche d'évaluation, et elle va aussi souligner la nécessité d'améliorer la qualité de l'action publique et des services rendus aux assurés sociaux, tout en contribuant à l'effort de maîtrise des dépenses. Avant cela, je souhaite rappeler la situation financière actuelle de la sécurité sociale ainsi que les perspectives pour les prochaines années au vu des dernières données disponibles communiquées par la Commission des comptes de la sécurité sociale ainsi que la trajectoire financière quadriennale présentée par le gouvernement en annexe au PLFSS 2023. Je commence par 2021, donc un regard rétrospectif. Le déficit 2021 de la sécurité sociale s'est élevé à 24,3 milliards d'euros. Il reste à un niveau très élevé. Précisons que la Cour a signifié par son refus d'approuver les comptes 2021 de l'ACOSS et de l'URSSAF que 5 milliards d'euros de recettes de prélèvements sociaux ont été, à notre sens, indûment rattachés à l'exercice 2021. Et si elles avaient été rattachées, comme ça nous paraît pertinent, je crois qu'en réalité c'est évident, en vérité, à l'exercice 2020, le déficit tout régime de 2021 aurait été non pas de 24,3 milliards d'euros, mais de 29,3 milliards d'euros. En 2022, je note la persistance d'un déficit structurel hors dépenses liées à la crise sanitaire, équivalent à celui de 2021 aux alentours de 6 milliards d'euros, ce qui est préoccupant. La Cour souligne à nouveau la nécessité d'un programme pluriannuel de réformes dans les domaines de l'assurance maladie et des retraites qui permettent à la sécurité sociale de revenir vite à un équilibre financier pérenne. Or, disons-le, je me tourne maintenant vers l'avenir, une telle orientation n'apparaît pas clairement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Certes, le PLFSS prévoit une réduction du déficit de la sécurité sociale qui passerait de près de 18 milliards d'euros en 2022 à moins de 7 en 2023, mais, je le dis d'emblée, cette réduction du déficit repose sur une hypothèse optimiste qui est celle de la division par 10 des dépenses exceptionnelles d'assurance maladie dues à la crise sanitaire. Du point de vue comptable, du point de vue de la logique, c'est un peu étrange. Et nous avons considéré que cette estimation, qui suppose notamment que les dépenses de tests Covid soient divisées par 20 par rapport à 2021, risquait de se révéler très insuffisante. Quand vous passez des provisions, il vaut mieux prendre en compte des risques plutôt que de tenir compte que d'espoir. L'espoir que ce soit vrai, nous l'avons. Le risque que ce soit faux, il est quand même assez élevé en réalité. D'où ma conclusion que c'est optimiste. Voilà, les chiffres les mots sont assez précis. La croissance des dépenses d'assurance maladie hors crise sanitaire serait dans le PLFSS inférieure à la hausse des prix, ce qui suppose des effets d'ajustement importants des professionnels des établissements de santé. Disons que, au vu du passé, c'est quand même très volontariste, et donc le déficit pourrait s'inscrire en réalité à un niveau plus élevé que celui prévu, indépendamment même des incertitudes sur lesquelles je vais revenir, qui entourent l'environnement macroéconomique, sur lesquels le Haut Conseil des finances publiques, que je préside également, a eu l'occasion de s'exprimer. À cela s'ajoute que le montant de 123 milliards d'euros de déficits sociaux que la Cades a été autorisée à reprendre sera atteint en 2023 pour continuer d'absorber des déficits sociaux à structure de recherche de recettes inchangées. Il faudra donc prolonger sa durée de vie au-delà du terme prévu de 2033. Ne nous voilons pas la face, il existe un risque réel de croissance continue de l'endettement social qui est d'ores et déjà, qui va atteindre fin 2022 160 milliards d'euros. Et ceci se fait, je le redis, au détriment des générations futures. Pour 2024 et 2025, les annexes au PLFSS prévoient un déficit de la sécurité sociale qui repartira à la hausse, avant de se tasser quelque peu par la suite. En 2026, il s'élèverait à près de 12 milliards d'euros. Encore faut-il souligner
que ce niveau de déficit supposerait une stabilisation des dépenses de l'Ondam en termes réels. Les efforts correspondants d'économie restent dans les documents qui nous ont été adressés à définir et à mettre en œuvre. Le déficit de la branche vieillesse et du FSV atteindrait quant à lui près de 14 milliards d'euros, contre moins de 2 milliards d'euros en 2021, en raison de la dégradation de la situation financière des régimes de retraite de base des salariés du secteur privé et des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Cette dégradation du déficit prévisionnel de la sécurité sociale est d'autant plus préoccupante, et j'y reviens, qu'elle repose sur des prévisions de croissance économique qui sont considérées comme optimistes par le Haut Conseil pour les finances publiques dans son avis que j'ai présenté à la commission des finances de votre assemblée il y a quelques jours sur les projets de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023-2027. Ça me conduit à dire que la trajectoire prévue de retour à l'équilibre puis de désendettement semble peu crédible. Aujourd'hui, il est prioritaire de la revoir et de documenter précisément les mesures de redressement nécessaires. Par ailleurs, le rapport souligne aussi combien la multiplicité et les fréquentes modifications des sources de financement et des flux financiers affectent la compréhension des soldes des branches et du FSV. La Cour propose, vous le savez, que les sources de financement des différentes branches soient clarifiées, simplifiées, stabilisées. Ce n'est pas un sujet théorique, mais il s'agit bien au contraire des modalités pratiques du redressement de la sécurité sociale dans la durée. Si ces exigences de clarté, de rigueur, de stabilité ne sont pas prises en compte, le respect des trajectoires prévues pour les différentes branches ne pourra pas, mesdames et messieurs les sénateurs, être garanti. Enfin, une dernière notation sur les prévisions et les aspects financiers. Les dépenses de soins de ville ont augmenté 3 fois plus vite que l'inflation entre 2010 et 2021. La Cour considère à partir de là que les professionnels libéraux de santé doivent contribuer davantage aux priorités nationales de santé tout en respectant les objectifs de dépenses liés à la trajectoire pluriannuelle du risque maladie. Cette orientation devrait, selon nous, être au centre, vous l'évoquiez, Madame la Présidente, en tout cas en filigrane, des prochaines négociations entre l'assurance maladie et les syndicats de professions libérales de santé. Voilà pour le diagnostic financier. J'en viens maintenant à mon deuxième point. Nous avons examiné 3 réformes récentes pour évaluer si les objectifs ont été atteints. La première porte sur ce qu'on appelle la PAJE, la prestation d'accueil du jeune enfant. Nous nous sommes intéressés aux 2 principaux dispositifs versés sous conditions de ressources. La prestation partagée d'éducation de l'enfant, la PREPAR, créée en 2014, qui indemnise les périodes de cessation d'activité durant les 3 premières années de l'enfant, et le complément de libre choix du mode de garde, CMG, créé 10 ans plus tôt en 2004, qui aide les familles à financer la garde des enfants de moins de 6 ans par des tiers, tous 2 réaménagés au cours de la dernière décennie. Nous constatons que ces aides sous conditions de ressources ne sont pas parvenues à atteindre leurs objectifs. La PREPAR gagnerait à être recentrée sur les arrêts d'activité des parents durant la seule première année de l'enfant et accompagnée d'une indemnisation plus élevée. Les barèmes du CMG sont quant à eux défavorables aux familles les moins aisées, qui ne sont pas réellement libres du choix du mode de garde de leurs enfants. Les barèmes devraient donc être réménagés pour permettre à ces familles les plus modestes de recourir davantage à l'ensemble des modes de garde possibles. J'ai bien noté que le PLFSS prévoit une mesure qui modifie le CMG dans le sens que nous recommandons, sans toutefois toucher à la PREPAR. Nous pensons aussi qu'il serait opportun de faire évoluer les 2 dispositifs de manière cohérente et concomitante, ce qui n'est pas le cas, pour garantir une meilleure efficacité tout en évitant un coût supplémentaire. Il est 600 millions d'euros à la branche famille. La deuxième réforme examinée est celle de l'automatisation du calcul des APL, les aides personnalisées au logement. Calculer automatiquement les prestations à partir de données les plus récentes, dites contemporaines, relatives aux revenus perçus par des bénéficiaires, est une bonne idée. Mais l'expérience des aides personnalisées au logement montre les effets délétères des erreurs informatiques lorsqu'elles touchent les revenus des plus précaires. Nous invitons l'administration à anticiper ces risques techniques dans le cadre des expérimentations prévues du principe de solidarité à la source qui est souhaité par le président de la République. La priorité pour le versement des prestations financées par la solidarité nationale reste à nos yeux le paiement exact, c'est-à-dire acquis de droit en temps et en heure. En outre, l'automatisation du versement oblige à conduire le chantier de simplification des bases de calcul des prestations sociales. Le dernier exemple porte sur le transfert au régime général de la gestion de la sécurité sociale des travailleurs indépendants du fait de la suppression du RSI. Cette opération est pour nous globalement réussie. Nous pensons que l'administration doit, dans une phase ultérieure, s'attacher maintenant à pousser les réformes au-delà des sujets d'organisation de la gestion pour traiter les problèmes de fond qui subsistent
en matière de protection sociale de ces catégories professionnelles importantes pour l'économie de notre pays. Il s'agit notamment de l'équité du prélèvement social à la charge des travailleurs indépendants par rapport à celui des salariés, de l'équité de ce prélèvement entre les différentes catégories d'indépendants et de la complétude de la protection sociale de ces derniers. J'en arrive maintenant, au terme de cette présentation rapide, à mon troisième et dernier point, l'amélioration de la qualité de la maîtrise de la dépense dans le champ de la protection sociale. À notre sens, bien sûr, c'est d'abord indispensable. On ne peut pas réduire les déficits et la dette sans maîtriser la dépense, sans agir sur sa quantité, mais d'abord sur sa qualité, c'est-à-dire savoir prioriser des dépenses qu'il faut éventuellement augmenter. Et il y en a. Dans cette salle même, j'étais venu présenter un rapport sur les EHPAD où j'avais proposé une augmentation conséquente de l'ordre de 1,3 à 1,9 milliard d'euros des dépenses pour les EHPAD. Nous y revenons d'ailleurs. Donc il ne s'agit pas d'avoir je ne sais quel principe d'austérité générale, mais il y en a d'autres où on doit pouvoir faire jouer pleinement les principes d'efficacité et d'efficience et faire, mais oui, des économies sans dégrader, et parfois même en améliorant la qualité des prestations servies aux administrés. À notre sens, tout ça nécessite une approche méthodique, ferme, engagée, domaine par domaine, si on veut que chaque euro d'impôt de cotisation soit utilement dépensé dans l'intérêt de nos concitoyens. Nous avons examiné 4 domaines qui font apparaître chacun d'eux de très nettes marges d'amélioration. Les 2 premiers concernent le champ de la santé et de l'assurance maladie, dont j'ai déjà souligné qu'il doit constituer un terrain de réforme prioritaire. Nous savons tous, ça vient dans le sens de ce que je viens de dire à l'instant, combien la situation de l'hôpital public appelle des efforts particuliers. Les personnels appellent des mesures, notamment d'organisation, de gestion, de répartition plus des moyens. De meilleures conditions de travail sont nécessaires pour que leur engagement, dont on a vu à quel point il était formidable, puisse s'exprimer librement. Et donc, on peut certes faire des économies à l'hôpital sur la numérisation, mais il y a aussi des investissements à faire. Ils peuvent être conséquents. Notre conviction, c'est qu'une autre clé se trouve du côté de la médecine libérale, dont les activités interagissent avec le secteur hospitalier. Nous avons choisi pour cela d'illustrer notre propos par 2 activités distinctes, la radiologie et la radiothérapie, qui mettent en fait en exergue des problématiques assez similaires. D'abord, une répartition territoriale insatisfaisante, des procédures d'évaluation et de prise en charge de l'innovation limitée. Troisièmement, des actions insuffisantes d'amélioration de la pertinence des actes. Ensuite, une connaissance sommaire des activités réalisées et de leurs coûts. Et enfin, une inadéquation de la tarification des activités avec un impact sur les rémunérations des personnes professionnelles qui constitue une perte d'attractivité tout à fait préoccupante pour l'hôpital. Nous pensons que des réponses doivent être apportées rapidement à ces problématiques. Un autre exemple concerne un aspect majeur pour la qualité de la prise en charge ou de l'accompagnement de nos concitoyens âgés ou en situation de handicap. Il s'agit des conditions de travail des personnels du secteur médico-social, que nous avons analysé de manière inédite à travers le prisme des accidents du travail, de maladies professionnelles. Et ça redouble le message que j'ai venu porter ici. La fréquence des accidents ou des maladies auxquels sont exposés les salariés de certaines catégories d'établissements, notamment ceux des EHPAD, est 3 fois supérieure à ceux constatés dans l'ensemble des secteurs de l'économie tout entière. Nous avons montré que l'amélioration progressive du taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre de salariés disponibles pour prendre en charge et accompagner les personnes, permettrait non seulement d'améliorer la qualité des services qui leur sont rendus, mais aussi de réduire fortement le nombre des accidents et de maladies professionnelles. En d'autres termes, nous avons détecté une sorte de cercle vicieux de l'économie aveugle qui enclenche des dépenses supplémentaires, ce qui veut dire aussi qu'il y a des dépenses vertueuses qui peuvent enclencher des économies fortes. Mieux vaut dépenser au bon endroit pour renforcer le taux d'encadrement et pour aussi minimiser les conséquences des absences. Je me permets d'ajouter, en vue de vos débats sur le PLFSS 2023, que la Cour est au service de votre commission pour renforcer la transparence et la régulation financière des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Comme vous le savez, l'indépendance de la Cour fait toute la force de ses analyses et de ses recommandations. Lors de la présentation devant vous de l'enquête de la Cour des comptes sur la médicalisation des EHPAD, réalisée à votre demande, j'ai pris publiquement position pour regretter les limites actuelles de la compétence des juridictions financières en la matière. L'amélioration du contrôle passe aussi par l'extension des compétences des autorités constitutionnelles de contrôle. Aujourd'hui, l'utilisation des recettes d'hébergement échappe au contrôle de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes. Je forme le vœu devant vous que le législateur fasse évoluer le champ de compétences de la Cour et des CRTC dès
ce PLFSS. Il en va de l'information du citoyen, de notre possibilité de contrôler, au sein de l'établissement et du groupe, les produits d'hébergement et les postes de charge qu'il finance. Je pense notamment à l'immobilier et aux achats. Il me semble qu'après les scandales que nous avons connus, après les analyses que nous avons faites, il est indispensable de renforcer le contrôle sur les EHPAD. Et j'ai la faiblesse de penser que la Cour est loin d'être la plus mal placée, pour ne pas dire qu'elle est la mieux placée pour ce faire. Je suis à votre disposition pour discuter d'un projet d'amendement, si vous étiez d'accord. Je vous ferai repasser les éléments en la matière. Ça avait été envisagé, si j'ai bien compris, dans le projet initial du gouvernement, puis retiré parce qu'il y a peut-être des problèmes juridiques qu'il faut pouvoir traiter. Il y a moyen de le faire, j'en suis persuadé. Les scandales que nous avons connus montrent que ce secteur a besoin vraiment d'être mieux contrôlé et au service des citoyens et en aide au Parlement. La Cour est bien placée pour le faire, elle est volontaire pour le faire. Nous souhaitons pouvoir faire plus en la matière, mais ça dépend là d'une disposition législative qui me semble pouvoir être réintroduite utilement, avec l'accord sans doute du gouvernement d'ailleurs, et de l'Assemblée nationale, j'en suis sûr. On peut trouver la bonne jauge pendant ce débat. Le dernier exemple d'amélioration de la qualité et de l'efficience concerne un aspect mal connu de notre système de retraite. Il s'agit des droits familiaux attribués aux parents et au titre de leurs enfants. Ces droits représentent près de 20 milliards de dépenses annuelles. Ils ont été institués il y a 50 ans ou plus, à une époque où les familles étaient plus nombreuses et où les mères, en particulier, travaillaient considérablement moins. Ces dispositifs complexes accordent des trimestres, mais sans compenser suffisamment les pertes de salaire subies justement par les mères. Nous recommandons une remise à plat pour corriger cette injustice sans dépenses nouvelles. Madame la présidente, madame la rapporteure générale, mesdames et messieurs les sénateurs, pour conclure, je veux revenir sur le message principal du rapport. Il est à nos yeux impératif de mettre fin à l'accroissement continu de la dette sociale en remettant rapidement la sécurité sociale sur un chemin effectif d'équilibre financier. Pour cela, il convient de ne pas s'en tenir aux perspectives aléatoires de croissance de l'activité économique dont dépendent les recettes sociales, mais aussi d'entreprendre les réformes nécessaires de notre protection sociale, qu'il s'agisse des retraites. Elles ne sont pas au cœur de notre rapport, malgré l'actualité que nous connaissons, mais nous avons des positions sur le sujet qui ne sont pas inconnues, mais aussi l'organisation de notre système de santé, en rendant ainsi les dépenses plus efficientes. Et dans ce domaine, comme dans d'autres, c'est maintenant la qualité de la dépense, pardon de me répéter, qui est impérative. Non pas l'austérité aveugle, mais la dépense bien calibrée, au bon endroit. Ces réformes sont d'abord nécessaires pour garantir la pérennité de notre système de retraite, l'accès à tous de soins de qualité, sans réduire les niveaux de prise en charge par l'assurance maladie. C'est, je crois, ce qu'attendent nos concitoyens. Merci pour votre attention et je me tiens avec les magistrats qui m'entourent à votre disposition pour répondre dans la mesure de mes capacités à vos interrogations. Merci, Monsieur le Président, et merci de votre appui futur sur le texte que nous attendons concernant notamment le médico-social et les personnes âgées. Après l'audition que nous avions eue ensemble sur la médicalisation des EHPAD, nos collègues Bernard Bonne et Michel Meunier ont fait un rapport spécifique lié un peu à ce qu'était l'affaire Orpea, pour résumer de façon un peu réductrice l'idée du rapport, mais je pense qu'en effet, il y aura des choses à faire. Alors, je vais passer la parole au rapporteur du PLFSS, donc Élisabeth Doineau, et ensuite chaque rapporteur pourra vous poser des questions. Élisabeth Doineau, rapporteur général. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président pour l'ensemble de votre diagnostic et je voudrais partager ces remerciements avec tous ceux qui vous accompagnent et ceux qui ont travaillé sur l'ensemble de ces dossiers. Vous avez en quelque sorte dressé le portrait optimiste de ce qui nous est présenté à travers le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je pense tout comme vous qu'il est peu réaliste et en réalité, s'il est qualifié de peu réaliste, on peut dire aussi que dans un certain sens, on est un peu comme la cigale qui chantait tout l'été, alors qu'on devrait, comme vous le dites si bien, être plutôt sur, pas l'économie, la mauvaise dépense, mais la dépense de qualité. Et je crois qu'il faut, en tout cas, comment pencher.
Je voudrais en tout cas vous dire que vos observations qui sont relatives à l'inexactitude des comptes pour l'exercice 2021 sont éclairantes et nous conduisent à relativiser la forte amélioration des comptes de la sécurité sociale de l'année dernière. Pour l'avenir, j'aurais donc 2 questions. La première, c'est estimez-vous que la trajectoire financière 2023-2026, qui a été d'ailleurs tout à l'heure montrée, est crédible pour notre appréciation, en tout cas la nôtre, mais aussi pour les explications qu'on pourrait y apporter, et en particulier en regard de l'évolution des recettes et de celle des dépenses de la branche maladie, et vous l'avez souligné à plusieurs reprises, qui peuvent paraître très optimistes. Ma deuxième question, c'est est-ce que cette même trajectoire qui fait apparaître des déficits de plus en plus lourds sur la branche vieillesse invite à penser qu'une réforme des retraites correctement calibrée suffirait à ramener la sécurité sociale à un équilibre financier global et même à envisager une extinction de la CADES pour 2033. La Cour partage-t-elle cette approche ou êtes-vous un petit peu plus en retrait par rapport à cette remarque? Merci. Vous répondez ou vous voulez que je pose plusieurs questions? Comme vous souhaitez. C'est comme vous, Monsieur le Président. Oh, je peux répondre, Oui, en effet, distinguant la rapporteure. Peut-être le rapporteur général d'un côté, puis les rapports thématiques ensuite, si vous voulez bien. Oui. D'abord, dans un premier temps, Madame la rapporteure générale, vous m'interrogez sur la crédibilité de la trajectoire financière qui accompagne le PLFSS 2023, notamment celle de la branche maladie. J'ai en fait déjà un peu répondu, mais je vais détailler. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit une diminution très forte du déficit de la sécurité sociale, moins de 7 milliards d'euros en 2023 contre 18 milliards en 2022. La croissance économique prévue dans le cadre des différents projets de loi de financement qui sont soumis à vos assemblées me paraît optimiste. Elle est encore à 1%, avec une croissance mondiale à 3,1%, alors que la plupart des instituts s'accordent à dire que la croissance mondiale risquerait d'être inférieure à 2%. Et la croissance française, le consensus actuel est à 0,6% et il ne cesse plutôt de se dégrader. Donc, indépendamment de cette incertitude générale, et elle existe tout de même, il y a un risque que le déficit s'inscrive à un niveau sensiblement plus élevé. Et ça ne peut pas être écarté. Les prévisions apparaissent notamment très optimistes pour la branche maladie. Par exemple, ça suppose notamment que les dépenses de tests Covid soient divisées par 20 par rapport à 2021. Nous le souhaitons tous, bien sûr, mais comment dire, c'est quand même assez volontariste comme objectif. Par ailleurs, selon le PLFSS, la croissance des dépenses structurelles, c'est-à-dire hors Covid, serait inférieure à l'inflation. Ça supposerait des dépenses d'ajustement significatives de la part des professionnels et des établissements de santé, ce qui est loin d'être acquis. Si on regarde le passé, c'est pas du tout ce qui se produit en fait d'habitude. Et puis les perspectives 2023-2026 figurant dans le PLFSS sont très incertaines. Elles sont peu étayées à ce stade. Le projet de loi ne détaille ni moyens du redressement de la branche maladie, ni ceux visant à contenir la dégradation du déficit de la branche vieillesse. En tout état de cause, les perspectives présentées par le PLFSS, prenons même l'hypothèse où ça se vérifierait, ce qui nous paraît optimiste, montrent que le déficit global de la sécurité sociale resterait durablement dégradé, et pour des montants quand même très élevés, près de 12 milliards d'euros en 2026, dans une trajectoire qui, encore une fois, nous paraît plutôt favorable. Et l'absence durable de redressement est en soi très préoccupante. Je rappelle que la sécurité sociale ne peut pas rester durablement déficitaire sans faire peser sur les générations futures le financement des prestations qui sont versées aujourd'hui. Et je rappelle également l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale, dont le respect est contrôlé par le Conseil constitutionnel. Vous vous interrogez aussi sur l'impact qu'aurait une réforme des retraites sur la situation financière de la sécurité sociale, en vous demandant si une réforme suffirait en réalité à résorber le déficit de la Sécu. D'abord, je veux souligner que l'étendue de la réforme des retraites envisagée par le gouvernement n'est pas connue dans le détail. Mais en toute hypothèse, cette réforme ne produira ses effets que progressivement, quand bien même on irait vers ce que nous lisons tous, dans quelques années 64 ans, dans 10 ans à peu près, un peu plus, 65 ans, ça ne permettra pas d'éviter l'accroissement de la dette sociale dans les 4 années qui viennent. Et ça
n'économisera pas la nécessité d'envisager un nouveau transfert de dette à la Cades, dont la durée de vie devra être prolongée, ce qui veut dire que vous aurez à en débattre au plan législatif, parce qu'il faut une modification de cette nature. Nous avons dit 2023. Dans les 2 années qui viennent, il faudra un texte qui envisage la prolongation de la Cades au-delà de 2033. Il n'est pas certain, par ailleurs, que la réforme soit suffisante pour ramener durablement la branche retraite à l'équilibre financier en soi. Et donc, notre conviction, c'est que la réforme des retraites, qui doit être documentée d'abord, décidée ensuite, et ça suppose des concertations, mais en toute hypothèse, ça laisse entière les questions d'efficience et de qualité des dépenses d'assurance maladie. On ne peut pas considérer que c'est en quelque sorte une sorte de carte magique qui, elle seule, suffirait à tout, c'est-à-dire renflouer les caisses de l'État, les caisses de la sécurité sociale, éviter des réformes à côté. Non, il faudra bien aller vers plus d'efficience et de qualité dans les dépenses d'assurance maladie. C'est pour ça que nous avons appelé à un traitement réformiste, méthode par méthode, domaine par domaine, secteur par secteur. Et ça ne permet en aucun cas, Madame la rapporteure générale, d'éluder les efforts dans le domaine de l'assurance maladie qui devront être déterminés, prolongés dans les années qui viennent et largement au-delà. Merci, Monsieur le Président. Corinne Imbert, rapporteure de la branche maladie. Ensuite, je passerai la parole à René-Paul Savary. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, merci pour votre présentation. J'ai plusieurs questions, si vous le permettez. Vous évoquez dans votre rapport le rôle insuffisant du gouvernement dans l'encadrement des négociations conventionnelles, mais également le rôle insuffisant du Parlement. En effet, des enjeux importants sont traités par voie réglementaire, alors même qu'ils ont un impact particulièrement sensible sur les dépenses, sans que celles-ci ne soient donc approuvées par le Parlement. Comment, selon vous, renforcer le pouvoir du Parlement sur le pilotage financier de l'assurance maladie? Deuxième question, le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 entend renouveler, même si ce n'était pas le cas jusqu'ici, une mise en réserve de 0,3% de l'Ondam chaque année. Cette mise en réserve vous semble-t-elle crédible et surtout pertinente? À ce titre, comment, selon vous, arriver, si mise en réserve il y a, à la rendre effective sur l'ensemble des sous-Ondam? Dans le chapitre consacré à la radiothérapie, vous plaidez pour une procédure d'autorisation temporaire, limitée dans le temps, par définition, des techniques et pratiques innovantes en radiothérapie conditionnées par un suivi des situations cliniques. Quel mode de financement, selon vous, pourrait convenir à une telle hypothèse? Et enfin, vous avez évoqué dans votre présentation le fait que les dépenses de médecine de ville, hors médicaments et actes de biologie, si j'ai bien compris, avaient triplé, enfin en tout cas progressé 3 fois plus vite ces dernières années. Quel lien faites-vous avec le raccourcissement de la durée de séjour des patients à l'hôpital? Je vous remercie. Très bien. René-Paul Savary, rapporteur de la branche vieillesse et président de l'AMEX. Oui, merci, Monsieur le Premier Président. Effectivement, la réforme des retraites, elle ne doit pas être là pour combler les trous de la sécurité sociale, mais garantir un niveau de prestation dans les années qui viennent. Et les effets d'une réforme, c'est toujours long. C'est pour ça que plus on tarde à prendre les décisions, plus les effets sont brutaux. C'est la raison pour laquelle nous ferons un certain nombre de propositions. Et vous abordez dans ce cadre-là, d'ailleurs, les majorations de pension, par exemple, une harmonisation. Voilà, une réforme des retraites. C'est pour ça que ça ne rapporte pas toujours que sur le plan budgétaire. Ça doit aussi amener des prestations ou des effets, en tout cas, de solidarité supplémentaire pour la rendre acceptable, bien entendu. Et là, il y a des possibilités, je partage votre point de vue, d'harmoniser les majorations de pension pour enfants entre les régimes, hein, et de les étendre même aux professions libérales. Mais je voudrais savoir si vous avez pu estimer le coût d'une mesure comme celle-là. Deuxièmement, en ce qui concerne les APL, on a eu l'occasion de faire une mission là-dessus sur les recouvrements, et effectivement, il y a 2% d'erreur dans le calcul des APL par rapport à la DSN. Et on voit bien les difficultés qu'on peut rencontrer sur la fiabilité des données nominatives par rapport aux données agrégées. Et pensez-vous que la volonté du versement à la source des prestations sociales, la volonté gouvernementale
pensez-vous qu'elle puisse s'appliquer dans les années qui viennent, ou bien est-ce que c'est une procédure qui sera longue pour avoir la garantie de cette fiabilisation qui est, à notre point de vue, pas encore au point? Et toujours sur cette fiabilisation, et notamment le transfert des recouvrements aux URSSAF, en ce qui concerne un certain nombre d'organismes. Par exemple, l'AGICARCO, nous ne sommes pas favorables à ce transfert de recouvrement, elle sait bien le faire. Vous proposez d'ailleurs, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec vos propositions, vous proposez également de transmettre le recouvrement des cotisations des retraites des professions libérales. Or, les régimes professionnels sont des régimes intégrés, puisqu'ils font actuellement et le recouvrement et la prestation, et on voit qu'en cas de crise, ils savent réagir. Vous proposez même de l'étendre éventuellement à la MSA. Or là aussi, la MSA, c'est le guichet unique qui serait remis en cause en cas de séparation des missions de recouvrement si on les confiait à l'URSSAF. Alors, pensez-vous pas que ça conduirait cela plutôt à fragiliser un système qui fonctionne? Très bien. Olivier Henno, branche famille, on continue sur les branches. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, merci, ainsi qu'à votre équipe. C'est pas un bon rapport, c'est un très bon rapport. Ce qui fait même que quand on partage beaucoup des constats, c'est plus délicat encore de s'exprimer et de trouver les questions pertinentes. Mais bien évidemment, le silence n'aurait pas beaucoup de sens. Mais moi, lorsque j'ai ouvert ce PLFSS, et notamment sur la trajectoire, sans entrer dans le détail, immédiatement, je me suis dit, c'est comme si on avait voulu nous faire arriver à une conclusion qui est la suivante. Il faut absolument, on voit bien dans la trajectoire, une réforme des retraites, et il n'y a pas d'urgence tout de suite pour réformer l'assurance maladie. Or, je pense qu'il faut faire une réforme des retraites, bien évidemment. On vit plus longtemps, donc difficile de dire qu'il ne faudrait pas travailler plus longtemps. C'est une évidence démographique, finalement. Mais en revanche, j'ai du mal à croire que le déficit de l'assurance maladie puisse diminuer aussi rapidement. Et il me semble qu'on n'aborde pas, et qu'il faudra aborder au moins aussi rapidement, la question de la réforme de la branche maladie, sans empiéter sur la responsabilité de mes collègues. Mais comme je ne reprendrai pas la parole, je m'exprime en tant que commissaire. Au moins de manière aussi urgente que la réforme de l'assurance vieillesse, parce que la question chère à Jean-Marie Van Lorenberg des actes redondants, d'une forme de surconsommation médicale tout de même parfois, il faudra un moment ou un autre l'aborder de front. Il faudra, mes collègues, chers collègues, à un moment ou un autre l'aborder de front. Et on voit bien qu'il y a des freins ici et là pour aborder ces questions, et que finalement, on a quelquefois plus de facilité. C'est pas simple d'aborder la question de la réforme de retraite que la question de la réforme de l'assurance maladie et de la surconsommation médicale. Donc, voilà mon sentiment sur ces questions. Maintenant, sur la branche famille, bah oui, je partage totalement cette forme de confusion qui existe, et on ne le dit pas d'aujourd'hui, entre la PAJE, la prépare, la CMG, qui rend difficile en plus l'appréciation, comme vous le dites, de l'incidence sur le coût final des modes de garde. C'est pas un mince paradoxe. On dépense beaucoup d'argent et puis finalement il y a une faible lisibilité au fond les parents n'y voient pas clair. Et je dirais même qu'il y a une forme de fracture. C'est-à-dire que comme on n'est pas dans une prestation unique, on aboutit à ce que les familles les plus modestes aient plus d'avantages financiers à choisir les modes de garde collectifs. Et en revanche, les familles les plus favorisées vont parfois, pour des avantages fiscaux plus conséquents, vers le choix des assistantes maternelles. Et ça crée en plus un problème de régulation, comme vous l'avez bien dit, de la régulation des salaires des assistantes maternelles. Voilà. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore, par petites touches, en modifiant ici et là ces prestations, mais qu'on puisse arriver à quelque chose de plus juste, de plus lisible, de plus efficace, de plus efficient, de plus incitatif,
et qu'il n'est pas temps d'avoir une aide unique, plus lisible, plus juste et qui aboutit à faire en sorte que cette question de la garde des enfants, qui est d'ailleurs pas très bien traitée dans notre société, parce que quand on voit les freins à l'emploi, avec ma collègue Puissa, on étudie cette question à l'occasion de la réforme de l'assurance chômage, on voit que souvent, pour un certain nombre de femmes seules, la question des modes de garde est un réel frein à l'emploi, et donc on n'a pas non plus trouvé le bon curseur à ce problème. Voilà toutes les questions, mais en saluant à nouveau la qualité du rapport. Merci, Monsieur le Président. Merci. Alors, encore deux rapporteurs, Pascale Gruny pour la branche AT-MP et ensuite Philippe Mouillet pour le médico-social. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président. Alors moi, la différence de mes collègues pour la branche AT-MP, c'est qu'il faut souligner une permanence des excédents. Et c'est plutôt de la bonne utilisation justement de ces excédents. Alors mes questions ont tourné quand même autour de ça. Sachant que en plus l'écart entre les recettes et les dépenses de la branche vont continuer aussi à se creuser d'année en année, passant dans les prévisions 2 milliards d'euros en 2022, 3,3 milliards en 2026 pardon. Alors moi ma question c'est par rapport aussi au dernier texte que nous avons fait, qui était plutôt axé en matière de santé au travail sur la prévention santé et accidents du travail. Donc, est-ce que cette situation financière, avec des excédents, on ne pourrait pas davantage l'engager sur des dépenses nouvelles en faveur de la prévention justement des accidents du travail, maladies professionnelles, ou alors une baisse des cotisations pour les employeurs? Alors ensuite, sur une deuxième question, j'en ai trois. Voilà, le rapport donc, sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale formule la proposition de regrouper dans une même branche l'ensemble des prestations en espèces versées par l'assurance maladie au titre du risque d'arrêt de travail, qu'il s'agisse des maladies ordinaires, accidents du travail, maladies professionnelles. Alors c'est vrai que ça aurait le mérite de mettre fin au transfert de chaque année de la branche AT-MP à la branche maladie au titre de la sous-déclaration, qui est quand même quelque chose qui est peu transparent, voire très opaque, et fixé à 1,2 milliard d'euros dans le PLFSS encore pour 2023. Alors, est-ce que vous pourriez préciser en quoi un tel regroupement serait plus cohérent, et serait-il selon vous plus efficace d'étendre le principe de la modulation en fonction de la sinistralité aux cotisations finançant les indemnités journalières pour maladie? Et les cotisations sociales seraient-elles suffisantes pour financer cette branche élargie? Alors, un chapitre du rapport de la Cour est consacré à la maîtrise des risques professionnels dans les établissements et services pour les personnes âgées et personnes en situation de handicap, que vous avez souligné tout à l'heure, où la sinistralité donc apparaît particulièrement élevée. Alors, le rapport se prononce en faveur d'incitations financières individualisées en fonction de la sinistralité de chaque structure, alors que le secteur se voit actuellement appliquer un taux de cotisation AT-MP collectif. Avez-vous connaissance de précédents changements de régime de cette nature dans d'autres secteurs d'activité, et quels enseignements peut-on en tirer? Et comment procéder à un tel changement sans mettre en péril les structures ni augmenter le reste à charge des usagers? L'efficacité de cette tarification ne serait-elle pas compromise par l'impossibilité de l'appliquer au secteur public? Merci beaucoup. Merci Madame Gruny, et pour terminer Philippe Mouillet pour les rapporteurs. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président. Quelques remarques préliminaires. Vous nous avez décrit une situation plutôt inquiétante aujourd'hui de l'ensemble des comptes, et je n'aurai pas sur le peu de crédibilité que nous accordons en tous les cas sur le budget de cette année, notamment au regard des recettes qui nous semblent plutôt plus élevées que la réalité, et certainement un certain nombre de dépenses qui seraient certainement sous-estimées. Mais dans les perspectives que vous avez données, vous avez évoqué notamment 2026
un déficit estimé autour de 12 milliards d'euros. Ma question, c'est est-ce que les enjeux de la branche autonomie, avec le débat du vieillissement, finalement, sont intégrés dans cette perspective? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de proposition, il y a simplement une abondance budgétaire des outils existants. Et la vraie question, c'est aujourd'hui, eh bien, comment financer, au-delà de la CSG, comment financer l'évolution concernant la branche autonomie. Et je crains que ça ait un impact direct sur la trajectoire que vous présentez, et certainement de façon relativement importante, étant donné le vieillissement de la population. C'était mon préambule. Ensuite, deux questions plus techniques. Vous avez fait un zoom sur les accidents du travail, et notamment la situation, notamment dans le médico-social, avec un taux d'accident 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Et vous avez fait un détail entre les établissements et le domicile. Ma question, est-ce que vous pensez que cette situation a un impact direct sur l'attractivité du métier, du secteur? Et concernant notamment le domicile, qui est un des enjeux fondamentaux, quelle piste la Cour recommande-t-elle d'explorer pour être en mesure de répondre aux enjeux, et notamment à l'évolution politique qui a été proposée par le gouvernement? Ensuite, concernant le contrôle des EHPAD, nous avons bien noté aujourd'hui la volonté commune d'avoir un contrôle qui soit plus approfondi de la situation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les propositions qui ont été votées cet été, puis et les propositions nouvelles dans le PLFSS, sont en mesure d'avoir une vision précise des flux financiers, notamment pour les groupes? Parce que c'est le point particulier, vous évoquez notamment les dérives, et pour nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une vision sur les fonctionnements des groupes gestionnaires d'EHPAD. Vous avez ensuite évoqué la volonté d'étendre le regard sur le fonctionnement de la section d'hébergement. Pourquoi pas, la question peut être posée sur la table, mais je pense qu'en parallèle, le débat sur la fongibilité des sections pourrait être un débat qui soit traité de la même façon, parce que ça entraînerait un contrôle global et peut-être une piste d'évolution du fonctionnement des établissements. Monsieur le Premier Président, nous en avons terminé avec les auditions des rapporteurs, les questions des rapporteurs, donc si vous souhaitez répondre. Ensuite, nous aurons deux collègues. Vous voulez... Je prends tout. Bon, alors, Jean-Marie Van Ehrenberg à la Milon. Jean-Marie Van Ehrenberg à la Milon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président. Bon, comme à l'accoutumée, on ne peut que vous remercier de cet excellent rapport qui est nourri de votre expérience, évidemment, et surtout qui présente quelques pistes intéressantes. On n'en disconvient jamais. Là, moi, je reviens sur ce que d'ailleurs rappelait Olivier Henno, sur un certain nombre, je dirais, d'invariants en ce qui me concerne. Les soins inutiles, redondants. On les a chiffrés entre 20 et 30%, suivant effectivement les évaluateurs. C'est plutôt 30 selon certains, un peu moins pour d'autres. Vous avez effectivement dans le rapport ciblé la radiothérapie, notamment. Je sais que dans le PLFSS, le gouvernement envisage de réduire les dépenses en termes de radiologie, de biologie. C'est pas le premier pas d'ailleurs, puisqu'il y en a déjà eu, mais ça me paraît insuffisant au regard effectivement des enjeux. Je rappelle que 20% sur 230 milliards de dépenses, ça fait 46 milliards et plus si c'est 30. Bon, c'est de la mathématique simple. Donc pour moi, les efforts sont à faire là pour améliorer effectivement l'équilibre de l'assurance maladie. Sur les retraites, il y a un autre sujet aussi, ce sont les fraudes sociales. Sur l'assurance maladie, sur les recommandations que vous aviez formulées précédemment, une feuille de route a été engagée par le gouvernement et nous avons constaté que si certaines caisses s'y souscrivent volontiers, c'est lent, voire trop lent, du côté de l'assurance maladie. On n'a eu qu'un seul retour portant sur 15 milliards de dépenses, avec, si je me souviens bien, 500 millions d'estimation de fraude ou d'erreur. Je dirais, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faille donner un coup d'accélérateur dans ce domaine? Je ne l'ai pas. J'ai à peine perçu effectivement que vous évoquiez le sujet. Peut-être qu'il faudrait effectivement insister un peu plus auprès de l'assurance maladie sur ce point. Et la dernière question concerne les retraites. Bon, c'est vrai que
le débat va s'engager sur les âges de départ, sur l'accélération de la durée de cotisation. J'ai lu récemment un avis qui me paraît assez autorisé, celui de M. Lorenzi, économiste que vous connaissez bien, et qui dit il y a surtout à faire travailler plus, que tout le monde, personne ne nie d'ailleurs, et le travail des seniors, ça amène effectivement plus de recettes. Et je crois que c'est peut-être vers cela qu'il faut aussi s'engager. Je n'ai pas trouvé dans votre rapport sur ce point effectivement d'éléments précis. Donc voilà mes questions, Monsieur le Premier Président. Alain Milon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci pour ce rapport, pour cet excellent rapport. Si, je dois vous dire quand même que si je partage le constat, je demande à être convaincu sur certaines des propositions que vous pouvez faire. Je reviens donc maintenant sur la question que je vais vous poser, sur la durabilité du système actuel. Honnêtement, est-ce qu'on peut envisager sérieusement que le système puisse encore exister longtemps quand on constate ces déficits constants qui sont de plus en plus, à mon avis, dangereux, d'autant plus dangereux que la CADES, qui est chargée de rembourser l'ensemble de ses emprunts, elle-même emprunte avec un taux d'usure qui est de plus en plus haut et de plus en plus dangereux pour l'ensemble. On peut aussi voir que l'assurance maladie a des frais de gestion pour traiter un dossier et les OCAM, à côté, ont des frais de gestion pour traiter le même dossier. Est-il normal que chacun, dans son coin, traite les dossiers et des frais de gestion, alors qu'on pourrait très bien envisager que ce dossier puisse être traité pour tout le monde en même temps? Et puis, si on constate des fluctuations de recettes en permanence pour l'assurance maladie, les OCAM, elles, au moins, ont l'avantage de pouvoir augmenter régulièrement leurs cotisations sans que d'ailleurs personne n'émette aucune contradiction et aucun râle sur le sujet. Alors ma question est simple, Monsieur le Président, quelle est la solution? Est-ce qu'on continue de faire vivre côte à côte l'assurance maladie d'un côté, les OCAM de l'autre, en parallèle, ou est-ce qu'on essaye de faire en sorte que chacun ait son domaine bien précis, avec une transparence constante et dans les recettes et dans les dépenses? Bien. Et pour terminer, Michel Meunier. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Premier Président de la qualité de votre travail et de la présentation. Moi, je vais me focaliser simplement sur les EHPAD et la sinistralité que vous nous avez présentée par slide. Là, j'ai fait une photo, donc 3 fois les arrêts de travail 3 fois supérieurs à la moyenne nationale. Donc oui, c'est sûr, c'est hors norme. Et parmi les propositions, donc vous favoriser le regroupement. C'est Philippe Mouillet l'a évoqué. Or, dans le rapport que nous avons fait avec Bernard Bonne, le regroupement est parfois, enfin l'affaire Orpea nous l'a montré, source d'opacité, on va dire ça comme ça, et de difficultés d'examen, de contrôle de ces regroupements qui sont parfois un peu tentaculaire. Donc ça, c'était une première question que je subordonnais à une proposition qu'on vous faisait, c'est-à-dire d'étendre les compétences de la Chambre au contrôle de la section hébergement des EHPAD, qui pour l'instant, donc, quand il s'agit d'EHPAD privés à but lucratif, ne sont pas du tout examinés ni contrôlés par aucun corps de contrôle. Donc je n'avais pas le retour, et nous n'avons pas eu le retour de cette proposition d'élargissement des compétences de la Chambre. La la Cour des comptes, bien sûr, mais aussi les chambres régionales. Et puis dans l'autre, là c'est moins une question mais un commentaire, l'autre recommandation que vous faites, c'est de se rapprocher de 1 pour 1. Un professionnel pour au chevet d'un patient ou d'un malade, et donc vous faites même le calcul d'une économie de 32%, presque 33%. Donc voilà, donc ça corrobore tout à fait ce que nous sommes très nombreux à demander ici, à la fois pour la qualité de l'accueil, mais aussi pour la qualité du travail et des professionnels dans le secteur du médico-social. Merci. Merci, Monsieur le Premier Président. Beaucoup de questions, donc je vous propose de répondre
dans l'ordre ou dans Oui, le oui, désordre, comme je vais répondre dans l'ordre. Dans l'ordre. D'abord, commençons par la question de Madame Imbert sur les dépenses maladie. La question de l'encadrement des dépenses prévues par les conventions signées par l'assurance maladie et la question de la mise en œuvre pour les soins de ville de dispositifs de régulation en cas de dépassement. Je veux d'abord vous assurer que je partage vos préoccupations à l'endroit de l'évolution des dépenses de soins de ville. Sur les 10 dernières années, j'ai cité ce chiffre, je le recite, les dépenses de soins de ville ont évolué 3 fois plus vite que l'inflation. Je précise qu'il y a des dépenses en dehors de celles des médicaments, les dépenses de biologie, qui, elles, ont été strictement encadrées, du moins jusqu'à la crise sanitaire. Nous serons d'accord sur le fait que chaque euro que la collectivité consacre à la santé de la population doit être dépensé à bon escient. Ce qu'on appelle les soins de ville représentent plus de la moitié des dépenses de l'ONDAM, et les honoraires des professions libérales de santé représentent près de 40% des dépenses de soins de ville. Il faut donc se pencher sur la façon dont ces dépenses évoluent, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Votre question porte sur l'encadrement quantitatif. Je vais y répondre, mais vous conviendrez avec moi que l'enjeu est aussi qualitatif, c'est-à-dire comment mieux dépenser. Sur le plan qualitatif, j'observe que l'annexe B au PLFSS fixe la trajectoire des dépenses d'assurance maladie globalement sans distinguer la ville ou l'hôpital, ce qui n'est pas la solution. J'observe aussi que la LPFP, de la programmation de finances publiques, fixe la trajectoire des soins de ville, mais cette enveloppe est plus large que celle des dépenses fixées par les conventions signées par l'assurance maladie. C'est pourquoi nous proposons dans le RALS que les objectifs pluriannuels de dépenses par convention soient rendus publics à l'issue des négociations et qu'un suivi régulier du coût détaillé et complet de chaque convention soit mis en place pour permettre notamment au Parlement d'en assurer le contrôle. Nous proposons également que les dispositifs qui existent juridiquement soient effectivement mis en œuvre. Lorsque les déplacements sont prévisibles, les mesures de revalorisation tarifaire favorables aux professionnels libéraux doivent être reportées jusqu'à 1 an, comme la loi le prévoit. Vous m'avez aussi interrogé sur la radiothérapie, comment financer les actes innovants. Je crois qu'il faut les financer par des dotations d'investissement ad hoc qui soient contrôlables. Sur les dépenses de médecine de ville, j'ai déjà en partie répondu, mais il est clair qu'il y a tout de même un lien entre leur développement et celui de la politique ambulatoire et l'accélération des dépenses des soins de ville, mais pas dans les proportions observées. En tout état de cause, les dépenses des cliniques privées augmentent rapidement. Il faut donc envisager une régulation pour les soins de ville et pour les soins en établissement. Voilà un peu les réponses que je souhaitais faire. Les questions de Monsieur Savary. Vous m'avez posé 3 questions, monsieur le rapporteur. Celle d'abord de l'extension des majorations de pension pour enfants aux retraités des professions libérales. Le coût de cette mesure, je souhaite d'abord souligner que les règles d'attribution des majorations de pension pour enfants sont différentes selon les régimes qui les versent. Pour les retraités qui ont relevé de plusieurs régimes durant leur carrière, ça entraîne des différences de situation peu compréhensibles, source de sentiments, peut-être de réalité d'ailleurs, d'iniquité. Nous pensons qu'il est nécessaire d'abord d'aligner ces majorations de pension sur la base d'un même taux de 10%, ensuite de supprimer les surmajorations existantes dans les régimes spéciaux, dont celui de la fonction publique, enfin de plafonner le montant total perçu par un retraité de ces différentes caisses, selon le principe appliqué déjà par l'Agirc-Arrco. C'est dans ce nouveau cadre qu'il serait possible d'envisager l'extension de ces majorations aux caisses de retraite des professions libérales. De la sorte, notre système gagnerait en simplicité et en efficacité, tout en permettant la maîtrise des dépenses. Votre deuxième question porte sur les conditions de mise en œuvre. Pardon ? Je ne crois pas que nous ayons d'estimation précise, mais on l'a pas estimé. Mais je note la question et on vous reviendra dès que ce sera fait. Sur les conséquences qu'il y a à tirer sur le versement à la source des prestations sociales voulues par le président de la République, d'abord, je voudrais souligner l'intérêt de la réforme des APL. En premier lieu, elle a permis de rapprocher le montant des prestations versées de celui des ressources des foyers, puisque le versement des APL est désormais calculé sur les ressources du trimestre précédent le versement, et non pas sur les bases fiscales de l'année N-2, comme c'était le cas jusqu'en 2020. En second lieu, cette réforme a fait faire des économies pour la branche famille à hauteur de 1,1 milliard d'euros en 2021. Cependant, 200 000 familles, tout de même, ont subi des ruptures de versement. D'innombrables erreurs ont été commises. Les caisses d'allocation familiale ont recruté plus de 2000 agents pour corriger manuellement certains des versements. Ces dysfonctionnements montrent qu'un calcul intégralement automatique
réalisé à partir des données de salaire de la DSN et des prestations sociales ne peut s'envisager sans que toutes les précautions aient été prises au préalable, ce qui n'a pas été le cas à l'évidence pour la réforme des APL. Il faut donc tirer les enseignements de cette réforme. Et à cet égard, la voie d'expérimentation retenue par le gouvernement pour ajuster le versement du RSA et de la prime d'activité aux dernières ressources connues est une approche qui me semble plutôt raisonnable. Et ça devrait sans doute inspirer les réformes futures dans le champ des prestations sociales. Votre troisième question porte sur le transfert aux URSSAF de la gestion du recouvrement des cotisations versées par les professionnels libéraux à leur caisse de retraite. Nous pensons effectivement que l'exemple réussi de la transformation du RSI est une source d'inspiration pour la gestion de la sécurité sociale des autres indépendants, libéraux ou exploitants agricoles. Ça, c'est assorti du maintien d'une gouvernance spécifique qui permet aux artisans et commerçants de continuer à gérer les équilibres financiers de leur régime complémentaire et de verser des aides et secours à leurs ressortissants dans le besoin selon leurs propres règles. Notre enquête montre qu'il n'y a pas de difficultés particulières. D'ailleurs, la gestion des cotisations et des droits à retraite des micro-entrepreneurs libéraux est d'ores et déjà confiée aux URSSAF et aux caisses de retraite du régime général. Bien sûr, les représentants des professions sont attachés au système historique qu'ils ont créé. Et j'irai jusqu'ici, c'est bien normal, mais il faut savoir aussi prendre en compte les gains d'efficience attendus d'une gestion plus rationnelle. D'autre part, le point de vue de l'assuré de base, et ce qui compte pour lui, c'est la simplicité et l'efficacité. Il préfère n'avoir qu'un interlocuteur, que ce soit pour le paiement des cotisations ou pour celui des prestations. Bien sûr, des réformes de ce type qui regroupent, qui suppriment aussi des systèmes historiques doivent être expliquées, préparées, exécutées avec prudence et méthode. Mais quand elles sont réalisées, elles emportent, je crois, la satisfaction des assurés. Nous l'avons constaté pour les ex-assurés du RSI. Alors, Monsieur Hainaut, vous avez commencé par une considération générale sur les retraites, qu'en réalité je partage largement, même si c'est pas dans le rapport. La réforme des retraites, la course n'y revient pas dans le détail dans ce rapport, mais c'est déjà prononcé. Nous sommes de ceux qui estiment qu'il y a bien un problème de soutenabilité à long terme de notre système de retraite et qu'il faut le réformer pour assurer son financement durable. Après, il y a des tas de façons de le faire, mais elles reviennent finalement toujours à une alternative. Soit les actifs partent plus tard en retraite, soit on baisse les pensions. Et il me paraît quand même largement préférable, dans un contexte où l'allongement de la durée de vie est ce qu'on est, la dégradation du rapport actif-inactif est ce qu'on connaît, de procéder par la première voie que par la seconde. Je trouve qu'en réalité, il est beaucoup plus antisocial de refuser une réforme que de la faire d'un certain point de vue. Mais ça, c'est un point de vue tout personnel que je retire immédiatement. En tout cas, je pense que on ne peut pas attendre d'une réforme des retraites qu'elle soit une sorte de couteau suisse. Elle ne peut pas poursuivre 10 objectifs. Elle ne peut pas à la fois participer au redressement des finances publiques, augmenter la croissance et l'emploi, et réduire les déficits, et en même temps nous dispenser de toute autre réforme. Non, ça, je ne sais pas comment on fait, surtout avec des réformes qui fatalement auront des effets qui seront très progressifs dans le temps, pour le mieux. Et donc, non, je crois qu'il ne faut pas bercer quiconque d'illusions. Cette réforme de retraite, elle doit se faire dans des conditions que nous avons rappelées, nous entourer d'expertise, procéder à des concertations, et mettre en place une application qui soit suffisamment étalée pour permettre une bonne acceptation par la société des mesures prises. Bon, dans ce contexte-là, nous sommes obligés, je dis bien obligés, de traiter aussi la question des dépenses maladie. Sinon, on a l'impression que tout se réduit à ça. Ça n'est pas exact. Je ne le crois vraiment pas. Après, vous avez posé des questions dans le cadre de votre rôle de rapporteur sur la question de la garde des enfants, et je partage votre avis. L'accueil des enfants est un des enjeux centraux de la politique familiale. Il faut y apporter une très grande attention. Vu son impact pour les familles et pour les finances publiques, je rappelle que près de 15 milliards d'euros sont dépensés chaque année par les politiques publiques d'accueil du jeune enfant. D'abord, la question fiscale et sociale en matière de politique familiale. Nous voyons que des progrès sont faits, ne serait-ce que du point de vue de la simplification et de la facilitation pour les familles. Mais ça devrait toujours être la priorité pour nos citoyens, simplifier. Nous recommandons que le crédit d'impôt pour garde d'enfants bénéficie directement aux familles, en même temps que le CMG, dans sa réponse, le directeur de l'ACOSS nous a confirmé que ce service sera ouvert dans moins de 2 ans. Vous m'interrogez ensuite sur la disposition du PLFSS qui prévoit des mécanismes pour atténuer les effets de seuil des barèmes du complément
du libre choix du mode de garde, le CMG. La disposition du PLFSS va clairement dans le bon sens. Il est souhaitable d'éviter une forme de ségrégation sociale de l'accueil des jeunes enfants. Je fais cependant 2 observations complémentaires. Je note que la disposition du PLFSS va plus loin que ce que nous proposions pour les familles monoparentales en allongeant jusqu'aux 12 ans de l'enfant, au lieu de 6, le bénéfice du CMG en majorant la prestation pour ces familles. Il y a une logique forte à cibler les familles monoparentales, mais c'est quand même là, pour le coup, assez large. Je note également que l'ensemble des dispositions prévues par le PLFSS sont coûteuses. J'ai cité le chiffre tout à l'heure, je le répète, 600 millions en année pleine en 2026, et nous regrettons à cet égard que ces évolutions qui sont nécessaires et utiles ne soient pas accompagnées d'une réforme concomitante du régime du congé parental, le prépare, comme nous le recommandions, pour rendre plus cohérents les dispositifs et pour atténuer les coûts. Enfin, vous m'interrogez sur l'opportunité de réguler davantage le salaire des assistances maternelles. Je note cependant que le versement du CMG est déjà conditionné au fait que ce salaire soit inférieur à 5 SMIC horaires par jour et par enfant, ce qui constitue une première limitation qui est significative. Mais dans le système actuel, le montant du CMG est de plus en plus plafonné, de façon différenciée selon les revenus des parents et selon leur nombre d'enfants. Dans le nouveau système envisagé, les assistantes maternelles pourraient tenter de se rapprocher davantage du plafond de 5 SMIC. Aussi, nous avons préconisé un système de régulation plus ajusté, sans pour autant prendre position sur ces modalités détaillées qui releveront de textes réglementaires d'administration. Madame Gruny m'a également posé 3 questions auxquelles je vais m'efforcer de répondre. D'abord, les 2 premières questions m'apparaissent liées. Je puis y répondre en 4 points. Premier point factuel concernant les excédents. Les prévisions du gouvernement montrent effectivement une poursuite de la croissance des excédents de la branche AT-MP qui passerait de 1,3 milliard en 2021 à 3,3 milliards en 2026. Deuxième point, il y a des liens financiers entre les branches maladie et AT-MP. Nous savons que certaines dépenses de la branche maladie relèvent en réalité de la branche AT-MP. Ça représenterait en 2021 entre 1,2 et 2,1 milliards d'euros. Et un transfert financier compense en partie cette charge indue pour la branche maladie, portée à 1,2 milliard d'euros en 2023 dans le PLFSS. Troisième point, la durée moyenne des arrêts de travail pour AT-MP est très dépendante du secteur d'activité des salariés, ce qui est compréhensible, mais la durée moyenne l'est aussi, ce qui est plus surprenant. Il y a donc une logique forte à envisager, comme nous le recommandons, une approche de gestion du risque commune aux arrêts de travail pour maladie et pour AT-MP. Page 146 du rapport, citons ici. Quatrième point, enfin, l'évolution des indemnités journalières est extrêmement préoccupante, puisque hors Covid, en 10 ans, entre 2012 et 2021, les dépenses d'arrêt de travail sont passées de 8,8 à 13 milliards d'euros, soit près de 50% d'augmentation, contre seulement 30% pour l'Ondam total. Autant dire que la gestion du risque n'a pas été efficace dans le domaine des arrêts de travail. La priorité serait donc de prévenir d'allongement à justifier des arrêts. Ce sont en effet les arrêts longs qui tirent les dépenses vers le haut. Ce sont aussi les plus pénalisants pour les salariés, en les éloignant du travail et en réduisant leurs chances de reprendre une activité professionnelle. Et ça pèse aussi sur la retraite. Je vais y venir un petit peu plus tard. Ça s'appelle la prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà l'ensemble des raisons qui ont poussé la Cour à proposer de rassembler dans une même branche de gestion les prestations en espèces, maladie et AT-MP, qui figurent d'ailleurs dans un rapport sur les arrêts de travail établi en 2019 par 3 experts à la demande du Premier ministre. Vous m'interrogez aussi sur notre recommandation de soumettre les établissements médico-sociaux à un taux de cotisation du risque AT-MP qui tienne compte du risque réel de chaque gestionnaire d'établissement. Il faut rappeler que les salariés du secteur médico-social ont 3 fois plus de risques d'être victimes d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle que les salariés de l'ensemble des secteurs économiques. Je dis bien 3 fois plus. C'est 30% de plus que les entreprises du BTP. C'est donc dire à quoi on est exposé, alors que ce sont des secteurs qui sont pourtant connus pour leur pénibilité et leur dangerosité. Et c'est pour ça qu'il faut faire évoluer le système avec progressivité et prudence pour éviter d'éventuels surcoûts à la charge des résidents. Mais nous avons préconisé là-dessus des investissements et ça rejoint tout ce que nous avons pu dire sur ces établissements. Monsieur Moulier, à travers vos 3 questions, vous m'avez interrogé en fait sur 2 thématiques différentes que je vais aborder successivement. D'abord, comme Madame Gruny, vous vous interrogez au fond sur le caractère hors norme révélé par notre enquête des risques d'arrêt de travail auxquels sont exposés les salariés du secteur des établissements médico-sociaux. Je ne vais pas revenir sur ce risque 3 fois plus. C'est considérable et c'est une situation vraiment catastrophique qui est au cœur du défaut d'attractivité du secteur, qui n'est pas qu'un enjeu de niveau de salaire. Et oui, ça doit appeler
des mesures vigoureuses sur 2 plans. D'abord, la prévention, qui doit mobiliser les employeurs d'une part et les administrations d'autre part, dont les ARS, bien sûr. Ensuite, le recrutement de personnel supplémentaire. Oui, il faut recruter plus de personnes dans les EHPAD. Ça peut paraître inhabituel que la Cour appelle à des recrutements supplémentaires, ça l'est sans doute, mais elle est dans son rôle. Lorsqu'elle appelle sans relâche à chercher les marges d'efficience dans la dépense publique, c'est aussi pour contribuer au financement des dépenses supplémentaires là où elles sont nécessaires. Et dans le secteur social, nous avons identifié ce point comme très particulier. Vous avez aussi évoqué dans un second sujet, qui est celui du virage domiciliaire, vieillir chez soi le plus longtemps possible. C'est ce que souhaitent nos concitoyens, c'est ce que nous souhaitons en vérité. Je vous rappelle d'ailleurs que nous avons remis à votre commission en janvier dernier une communication sur les services de soins à domicile qui montre l'utilité et la pertinence de ceux-ci. Mais il faut aussi prendre en compte les risques particuliers auxquels sont exposés les salariés qui interviennent au domicile des personnes âgées ou handicapées, risques liés au transport, risques liés à l'état du domicile de la personne sur lequel l'employeur n'a pas de capacité d'agir, risques liés au fait que le salarié intervient seul. Donc il faut agir sur tous ces plans. Vos 2 dernières questions constituent pour moi un point de grande attention, qui est le contrôle des EHPAD, notamment privés lucratifs. C'est un enjeu de premier plan, d'abord pour la qualité et la sécurité de nos citoyens âgés, mais aussi pour le bon usage des fonds publics. Nous avons expertisé le projet d'article 32 prévu par le PLFSS sur le renforcement du pouvoir des ARS et des conseils départementaux. Ça rejoint les analyses de notre rapport, tel que nous l'avons soumis, et celui que vous avez fait, Madame Meunier, avec Monsieur Bonne, d'excellente qualité, très inspirant, je sais, en la matière. Ces dispositions sont indispensables. Je me borne à 2 remarques. La première, c'est de s'assurer que la rédaction proposée couvre bien tous les montages possibles, tous, par lesquels les établissements et services du secteur médico-social sont contrôlés par des personnes tierces. Et l'expérience montre que le diable est dans les détails. Par exemple, peut-on certain que la rédaction couvre bien le cas où une superposition de structures associatives et privées commerciales dispose du contrôle direct ou indirect. La seconde, c'est qu'il faut compléter, je le redis, merci de me donner l'occasion, le code des juridictions financières pour garantir à la Cour et aux chambres régionales de pouvoir contrôler la totalité des ressources des établissements gestionnaires et des groupes auxquels ils appartiennent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, notamment dans tout ce qui résulte des tarifs d'hébergement ou les suppléments pratiqués à l'endroit des usagers. Les scandales qui se sont produits, qui ont été révélés, montrent à quel point ce secteur doit être davantage contrôlé. Et je redis que l'institution que je préside et les chambres régionales des comptes sont, à mon sens, à l'évidence, les mieux placés, les plus légitimes pour le faire. D'où, encore une fois, le travail que je vous propose de faire ensemble pour parvenir à améliorer la législation. Je suis persuadé, je le redis, qu'on peut parvenir sur ce point à un consensus général entre le gouvernement d'une part et les 2 assemblées d'autre part. Ce sera un progrès, en veillant bien sûr à certaines préoccupations juridiques qui doivent être prises en compte. Monsieur von Lerenberg, avec son acuité habituelle, m'a posé plusieurs questions. D'abord sur la pertinence des soins. Il y a plusieurs outils qui existent, qui sont à la disposition de la CNAM, des pouvoirs publics, mais ils sont sous-utilisés. La rémunération au forfait des médecins, la régulation prix-volume, qui fonctionne plutôt bien pour la biologie médicale, la prévention, qui est le parent pauvre de la politique de santé, enfin la maîtrise médicalisée, c'est-à-dire le juste soin dispensé à bon escient, au plus juste coût. Et là, il y a des sources d'économie qui, comme vous l'avez dit, sont considérables, évidemment. Sur la fraude, la Cour va revenir sur le suivi de ses recommandations sur la fraude aux prestations sociales, dans le rapport que vous aviez demandé à l'époque, dans vos fonctions de rapporteur général de cette commission, dès le RALF 2023, qui sera produit en juin, qui vient. Sur le travail des seniors, oui, c'est un sujet central. J'ai lu, comme vous, l'excellente interview de Jean-Hervé Lorenzi ce matin, dans un quotidien bien informé. Le taux d'emploi des seniors est encore décalé par rapport aux autres pays, clairement. C'est un enjeu tout à fait essentiel dont on parle peu dans la réflexion sur la réforme des retraites, qui est quand même assez complexe pour les entreprises. Il ne faut pas se le cacher là non plus, ça ne va pas être la solution magique, mais ça ne doit pas être pour autant une solution esquivée. Monsieur Milon a posé des questions fondamentales sur la durabilité de la protection sociale. J'ai fait une réponse qui est une réponse de conviction, sans du tout minimiser vos alertes, qui sont comme toujours pertinentes. C'est possible à une condition, qui est d'éviter la spirale de la dette. Ce qui n'est évidemment pas ce que nous constatons. Mais non, c'est un sujet tout à fait vital, que ces questions de la dette.
qui est mal posée souvent. On s'interroge juste sur le niveau de la dette. Bon, il est très élevé. Il est plus élevé en France que dans la moyenne de la zone euro. Il est plus élevé que dans la plupart de nos pays compétiteurs. En soi, c'est un problème, mais il n'y a pas de problème de soutenabilité de notre dette. Elle est finançable, parce que la France est plutôt une bonne signature, parce que nous sommes accrochés à l'Allemagne, etc. Mais le problème de la dette, c'est qu'en effet, plus elle grossit, plus se crée un renforcement du service de la dette, et moins nous avons la capacité, à partir de ce moment-là, à déployer des dépenses utiles. Et donc, chaque euro qui est consacré au remboursement du service de la dette, je le dis à ceux qui rêvent d'une augmentation constante de la dette, ça n'a pas de sens. La dépense publique doit s'arrêter à un moment donné, parce que trop de dette tue la dépense publique utile. On ne pourra pas investir dans la transition écologique, la transition numérique, l'innovation, la recherche, l'éducation, la justice sociale et la protection sociale si on a une dette trop élevée. À un moment donné, effectivement, ça s'arrête. Sommes-nous au point de rupture? Je ne peux pas répondre. En tout cas, je pense qu'il faut être au point d'inflexion, et que c'est pour ça que nous tirons, je ne dirais pas la sonnette d'alarme, enfin nous insistons sur le fait que nous ne sommes pas à la crédibilité dans les textes qui vous sont soumis. Nous n'y sommes pas. Sur le système d'assurance maladie, partagé entre assurance maladie et complémentaire, nous partageons votre avis sur le caractère inefficient de ce système. Il y a des évolutions évidentes qui sont nécessaires. Nous avons proposé plusieurs scénarios dans un rapport récent transmis à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, que vous connaissez. Enfin, Madame Meunier, j'ai rendu hommage à votre rapport, que je trouve très utile et tout à fait complémentaire, et d'ailleurs convergent avec les travaux de la Cour en la matière. Pour l'extension des compétences juridictions financières, à mon sens, il en faut une extension horizontale pour pouvoir élargir à la section hébergement notre pouvoir de contrôle, et aussi une extension verticale pour pouvoir contrôler l'ensemble des flux financiers entre établissements gestionnaires et leur maison mère. Il faut aussi, ça a été évoqué ici, que nous puissions faire des contrôles qui soient plus inopinés qu'aujourd'hui, car forcément un contrôle averti trop longtemps à l'avance permet de découvrir des situations qui ne sont pas forcément celles qu'on vit autrement. Et je le redis, ce sera mon dernier mot, nous y tenons. Nous avons vraiment envie de nous investir davantage sur ce secteur. Nous pensons que c'est attendu. Il y a vraiment là une cause nationale qui est fondamentale. Et nous sommes à votre disposition pour vous communiquer un projet d'amendement. Ce que je suggère, c'est peut-être de le passer à Madame la Présidente, et que pour le dispatch aux différents groupes. Et nous sommes à la disposition de tous les sénateurs pour travailler sur une bonne rédaction s'il est nécessaire de l'améliorer. Merci, Monsieur le Premier Président. Donc, tout à fait d'accord, en effet, pour cet amendement. Et puis, nous aurons l'occasion de nous revoir, puisque nous attendons un rapport sur Santé publique France à la fin de l'année, je crois. Tout à fait. Délibéré aujourd'hui. Ah oui, donc on est dans les temps. Il est dans les tuyaux, c'est parfait. Merci beaucoup et à bientôt. Donc. À bientôt.